Dans Climarnac, Jean-Michel Jacquemin Raffestin fustige une escroquerie mondiale sur le réchauffement climatique, accusant les élites d'exploiter ce récit pour s'enrichir en imposant taxes et restrictions. Il remet en cause les données officielles, affirmant que les fluctuations climatiques sont naturelles et millénaires, sans lien avec l'activité humaine. Avec un ton provocateur, Jacquemin Raffestin appelle à rejeter cette narrative écologique dominante. Comment les experts manipulent l'opinion pour détourner l'attention des désastres réels, comme Tchernobyl par exemple? Quels sont les moyens afin d'imposer le narratif écologique? Pourquoi l'écologie est-elle devenue une religion mondialiste? À ces questions répondra Jean-Michel Jacquemin Raffestin, journaliste et auteur de l'excellentissime livre Climarnac. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de l'arnaque du climat, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Pour elle, il y a un réchauffement climatique dû à l'être humain. Évidemment que nous, n'étant pas pris en main par ces mondialistes, n'étant pas sous la coupe d'actionnaires du World Economic Forum, on n'en pense pas moins du tout. Et donc du coup, nous sommes libres de dire ce que nous voulons et d'inviter qui nous voulons. C'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Jean-Michel Jacquemin Raffestin, que vous connaissez tous, que vous aimez tous. Il a écrit sur le Covid, il a écrit sur Tchernobyl. C'est un journaliste excessivement polyvalent. Justement, après le Covid, il fallait tout taper sur le climat. Comme vu que je suis spécialiste dans les mensonges d'État, je suis passionné par les mensonges d'État et malheureusement par la crédulité des peuples. Donc oui, je suis pas prêt de prendre ma retraite. Là, il y a encore beaucoup à faire. Il y a de quoi faire. Donc on va en discuter avec lui, avec nos amis autour de la table. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Les trois Laurent. Ils sont ce mois-ci Laurent Arthur Duplessis, Laurent Michelon, Laurent Ozon et bien entendu le maître du Logos, Alain Soral aussi. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit, puis n'oubliez pas, nous sommes devenus éditeurs aussi à Géopolitique Profonde. Laurent Ozon, les néoconservateurs, une élite impériale. Déjà plus de 1000 exemplaires l'espace de 10 jours vendus. C'est pas mal, merci. Mais je sais qu'on peut faire beaucoup mieux, donc arrivons sur les 2000 exemplaires. Je suis très content de te recevoir. En plus, t'es quand même, comme tu habites loin, donc tu es quand même assez rare, donc ça me fait très plaisir de t'avoir ici en plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. D'ailleurs, là, tu t'es fait une nouvelle petite coupe de beau gosse. Hein. Oui. Hein? Franchement, faut le dire, là, beau gosse, là. T'as toujours, hein, mais là, encore plus. Hein. Ça change. Hein? C'est quoi, c'est le soleil de la Réunion? Ça change avec l'année dernière. Non, fallait assumer son âge, c'est tout simplement. Comment ça, ton âge? Eh ben oui, écoute, j'allais pas continuer à faire des couleurs, j'ai 72 ans, je suis grand-père, je suis grand-père et arrière-grand-père. Pas 72 ans, arrête tes conneries. À 72 ans? Oui. Non, je crois que t'étais, je crois que t'étais de la même génération, toi et moi. Mais non, j'ai été grand-père à 36 ans et je suis arrière-grand-père, je crois que le premier, il a 12 ans déjà. Donc, faut déménager à la Réunion, les amis, hein. C'est là où on reste jeune et beau. Voilà. Comme dans votre ami. D'ailleurs, justement, pourquoi ce livre? Tiens. Parce qu'il y en a déjà plein sur le climat. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que j'en ai un petit peu assez qu'on nous prédise l'avenir et qu'on oublie de nous parler du passé.
Donc tu as pu voir, le premier chapitre du livre, c'est tout simplement le passé, parce qu'il y a quand même déjà eu 5 extinctions sur notre Terre, mère, Gaïa, qui a quand même plus de 4 milliards 500 millions d'années d'existence. Et donc, elle a vécu à une époque où il n'y avait pas d'hommes, avec un CO2 qui était 20 fois plus important. Et depuis, il y a des glaciations, des déserts glaciaires, des déserts, ça se réchauffe. Alors, c'est vrai que le climat se réchauffe. D'abord, il faut demander, comme Yann Palmer le demande, depuis quand ? Ça se réchauffe depuis 1850, 1870. Alors, c'est vrai que c'est le début de l'ère industrielle, mais c'est aussi la fin d'une mini-ère glaciaire. Parce que je rappelle que sous Louis XIV, à Versailles, les seaux d'eau gelaient quand même. Hein, voilà. Et puis si on va aller plus loin, en 1132 par exemple, la Seine et le Rhin étaient à sec. Pareil pour les les étés 1304, 1305. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Et puis par exemple, si on remonte à moins 28 000 ans, il y a eu 9 étapes chaudes, 9 glaciations en Europe, où on est passé de la toundra aux forêts de chêne, de la toundra aux forêts de chêne 9 fois, tu vois. Donc c'est pas nouveau du tout. Comment on explique ces phénomènes ? Bah, déjà, tu as des géopalétologues comme Ian Clark, qui en Antarctique travaillent sur des carottes, on appelle ça les carottes de Rosten, c'est-à-dire qu'il peut descendre à 2600 mètres et tirer une carotte de glace, et qui peut analyser, et il remonte sur 460 000 ans en faisant ça, et il peut, comme ça, calculer le CO2 qu'il y a eu depuis cette époque-là. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a des époques où il y avait 20 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, quand même, on fait quand même venir des marchandises de l'autre côté de la planète, alors qu'on pourrait les avoir chez nous. Par exemple, quand on importe de la viande d'Australie ou d'Argentine, au lieu de faire du mal à nos agriculteurs, on pourrait tout simplement le faire chez nous. Alors, on va continuer cette discussion, mais avant ça, je vais présenter nos amis autour de la table. Patrick Pazin, éditeur. Comment ça va, cher Patrick ? Très bien, merci Mike pour l'invitation. Toi aussi, tu es spécialiste du climat, tu as écrit dessus, justement ? Oui, notamment la partie militaire, puisque j'ai écrit l'arme climatique et l'arme environnementale. Nous avons déjà fait des émissions d'ailleurs sur très intéressantes. Sur je sais que tu auras beaucoup de choses à dire. Et à ta droite, Laurence Vacky, escrologue. Non, tu luttes contre l'escrologie. Ah bah oui. En plus, franchement, cette histoire de CO2, c'est assez... c'est quand même grotesque, hein, au bout d'un moment, voilà. Et sur la partie plutôt philosophique, parce que moi, ce qui m'importe aussi, c'est de parler de l'état d'esprit qui permet d'être lucide. Qu'en réalité, c'est assez facile de voir quand il y a une manipulation, mais c'est vrai qu'on a tellement habitué les gens à croire que tout ce qu'on leur dit et à obéir. Effectivement. Oui. Laurence a raison. Les gens là-dessus ne sont pas lucides. Ils gobent le narratif officiel. En tout cas, la masse, hein, je parle. Je ne vais pas te rappeler ce qu'ils ont gobé il y a 4 ans. Voilà. On éduque les gens de manière à ce qu'ils croient ce qu'on leur dit et qu'ils n'aient pas l'idée, l'envie de rechercher la vérité par eux-mêmes. Voilà. Donc, et puis, tu as vu dans l'introduction de mon livre, je parle de la façon dont on élève les jeunes et du livre de Brigelli, La fabrique de crétins. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux trouver comme titre de son livre. Effectivement, donc ils sont maintenant avec leur petite boîte magique à la main toute la journée. Et voilà, ça ne va pas plus loin. Alors mais c'est pareil pour les journalistes. Hein. Ils pourraient quand même savoir que dans le passé, il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. D'ailleurs, les glaciers qui fondent dans les Alpes, qu'est-ce qu'on trouve en dessous ? Des voies romaines. À l'époque des Romains, il y avait 2 degrés de plus. Donc, mais cette idéologie mondialiste, parce que voilà, c'est vraiment l'idéologie la plus importante avec tous les côtés genre, transition, etc. D'ailleurs, on parle de transition écologique, d'ailleurs, pour le coup. C'est pourquoi ? Est-ce que c'est juste pour nous prendre du fric ? C'est pour nous prendre du fric et pour nous contrôler. Pour contrôler davantage et réduire nos libertés, bien sûr, puisque c'est parti, bientôt on aura droit qu'à 2 voyages par an. Oui, bien sûr, c'est pour nous contrôler.
La voiture électrique, on y viendra plus tard, mais la voiture électrique aussi, c'est pour nous contrôler. Par exemple, moi qui écris des livres qui dérangent, si j'avais une voiture électrique, ce qui n'arrivera jamais, mais en admettant que j'en ai une et que je veuille m'en servir, elle pourrait très bien stopper à certains endroits où je pourrais plus la recharger. Ce sera pareil que la monnaie numérique. Hein. C'est pour nous contrôler davantage. C'est-à-dire que quoi comment on peut le contrôler? C'est-à-dire que en nous expliquant en gros que parce qu'on consomme trop, eh bien, il faudra consommer moins. Comment on peut nous contrôler globalement Comme le reste? Non. Il suffit de dire non. Il suffit que les gens se réveillent, comprennent comment on les manipule, ce que l'on veut faire d'eux. Moi, tu sais, j'ai très peur pour la nouvelle génération. Je vais te dire pourquoi. Parce que on a mis dans la tête des gens, enfin des jeunes, que s'ils ont des enfants, eh bien, ils vont tuer la Terre, ils vont créer l'apocalypse, etc. J'en parle dans le livre. Ben oui, je sais. Il y a des jeunes qui ne font plus d'enfants pour sauver la Terre. Mais oui, mais visiblement, comment toi tu fais? Toi, t'as des enfants, des petits-enfants. Comment tu fais pour leur dire, voilà, tout ce qu'on vous dit, c'est bidon? Et justement, est-ce que ces enfants te disent, écoute, papa ou papy, notre prof nous a dit ceci, la télé dit ça, pourquoi tu vas en contradiction de la télé? Parce que moi, je vais te dire, je reçois énormément de gens, où je vais dans des manifestations, où on me dit, écoutez, moi, je suis minoritaire dans ce que je pense, Oui. et voilà. on me met de côté. Voilà. Est-ce que toi, ça Pour plein t'arrive? de choses. Et comment faire pour, voilà, pour les gens qui nous regardent, pour justement arriver à ce que on puisse, entre guillemets, sauver nos proches? Parce que c'est ça qui compte, en réalité. C'est ce que j'ai fait avec une certaine injection, puisque moi j'ai une petite fille, son médecin, sa gynécologue, sa dermato voulait absolument qu'elle fasse le vaccin expérimental, et elle a résisté, elle ne l'a pas fait, donc j'ai réussi à lui faire enlever ses petits écouteurs qu'elle avait beaucoup trop longtemps dans la journée. C'est vrai que dans la rue, on voit plein de jeunes qui ont leurs petits trucs blancs qui dépassent, ils savent pas qu'ils sont en train de se préparer à un cancer du cerveau dans quelques années. Non, on peut discuter avec les gens. Bon, autour de moi, mais enfin mes enfants, mes petits-enfants, ça va, il y a pas de Mais comment t'as problème. fait? J'ai parlé avec eux, je leur ai expliqué, je leur ai fait lire des rapports que j'ai. Je les mets pas forcément dans mes livres, mais dans mes livres, je mets la note de bas de page où les lecteurs peuvent télécharger les rapports, donc ils peuvent après s'informer. C'est pareil dans celui-ci d'ailleurs, pour certains rapports, ils peuvent les télécharger. Et justement, la jeunesse de ces livres, et comment aussi tu as fait pour enquêter, parce que voilà, c'est un livre qui est épais, c'est ultra sourcé. Voilà, déjà la genèse, pourquoi avoir écrit dessus déjà, et enfin pas plutôt ça. Comment ça a commencé plutôt, et comment tu as fait pour enquêter, comment tu as trouvé toutes ces sources, et comment tu en es arrivé à cette conclusion qu'en fait, voilà, c'est une arnaque? La conclusion, il suffit de lire les rapports des scientifiques qui ne dépendent pas du GIEC, hein, parce que le GIEC, là, nos gentils idiots écologiques corrompus, d'abord ils ne prennent que des scientifiques qui sont dans le même sens qu'eux, voilà. Et puis avant qu'ils commencent à faire leur rapport, ils ont déjà le résultat du rapport. Et si le rapport ne convient pas, le GIEC n'a aucune gêne à modifier le rapport pour arriver à la finalité qu'il souhaite. Voilà. Donc, moi, je travaille de mon bureau, simplement sur Internet. J'ai mes sites américains où je peux avoir des informations, des rapports et tout. Et puis, ça va peut-être étonner, mais je travaille avec là-haut. Donc Raconte-nous, je veux que tu nous racontes ça. Moi, je travaille avec mes anges gardiens, avec mes guides, et c'est pour ça que je sais qu'ils m'ont déjà commandé les 2 tomes suivants. D'accord. Dont Qu'est-ce qu'ils te disent tout à l'heure. Mais tous mes livres, les livres sur les vaccins, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. J'ai travaillé avec mes guides, j'ai travaillé avec Sylvie Simon qui nous a quittés en 2012. Mais parce qu'il faut aussi rappeler aux gens que tu as été le premier à écrire sur Tchernobyl. Oui. Tchernobyl qui a été un énorme mensonge d'État. Voilà. Ce n'était pas rien. On nous a fait croire que ça s'est arrêté dans les Alpes, ce qui était faux. Voilà, et quand je me suis intéressé à Tchernobyl, plus personne ne parlait de Tchernobyl. Mon livre est sorti en 1997. Et c'est vrai que j'ai mis la pagaille en France sur le côté sanitaire et écologique, puisque
La première émission que j'ai faite après la sortie du livre, c'était avec Yves Calvi sur Europe 1, et on a fait sauter le standard d'Europe 1. Tellement de gens avaient des problèmes, des cancers de la thyroïde, ou des problèmes thyroïdiens, sans aller jusqu'au cancer, et puis même avec d'autres cancers, puisque j'avais expliqué les cancers du foie et les cancers du poumon à l'époque. Qu'est-ce qu'ils te disent, ces anges, aujourd'hui Est-ce qu'ils te parlent un peu de l'avenir? Ben, ils me disent de continuer. Non, ils ne me parlent pas de l'avenir, ils me parlent de mon travail, ils me parlent de ma mission de vie. Voilà, ma mission, c'est ça. C'est quoi? C'est un jour, l'information? une médium m'avait dit, si vos anges gardiens ont décidé que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, ils vont tout balayer. Ouais, c'est rentré là, c'est sorti là. Mais 6 mois après, c'est revenu, oui, pour tout balayer. Ils ont tout balayé. C'est-à-dire, comment ça? Divorce, la société qui part en liquidation, voilà, tu repars de zéro. Et donc, tu as rebondi à la suite de ça? Voilà. Comment on rebondit? Mais beaucoup de gens rebondissent, je veux dire, je vais pas dire de nom, mais je connais des gens qui ont des missions comme moi, et il a fallu qu'ils tombent très bas pour rebondir. C'est important, ça, de parler de spiritualité, de sacré. Oui, parce que de moins en moins, on en parle aujourd'hui. Non, mais on peut en parler, parce que si tu veux, il faut, vas-y. Avant de s'incarner, on choisit ce que l'on va faire dans cette nouvelle incarnation, mais une fois qu'on est né, on a oublié le choix qu'on a fait. Donc on peut partir dans d'autres directions. Moi, j'étais parti dans d'autres directions. Mais non, c'est pas pour ça que je m'étais incarné, c'était pour autre chose. Donc on m'a remis dans les rails. Et à partir de ce moment-là, tout se passe très bien, les morceaux de puzzle se mettent en place tout seuls devant toi. Parce que le Tchernobyl dont tu parles, je connaissais rien. Je connaissais rien en médecine, je connaissais rien en physique nucléaire, voilà. Et j'ai tout appris sur le tas. Et c'était passionnant. Et doublement passionnant parce que quand j'avais des conférences avec des scientifiques, et que c'est eux qui commençaient la conférence, on voyait les gens, la salle, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, qui lâchaient prise, alors que moi, comme j'avais tout appris simplement, j'expliquais avec des mots simples et tout le monde me suivait, tout le monde comprenait. Voilà, donc je continue avec le climat, j'espère que je vais faire comprendre aux gens combien on se moque d'eux, combien les gouvernements nous prennent pour des imbéciles, parce que maintenant c'est devenu une religion. Si tu crois pas, t'es athée, là, vraiment. Justement, toi qui écris sur le climat, sur les injections, sur tout ce que le système ne veut pas que tu écrives, autour de toi, comment ça se passe? Est-ce que tu as des pressions? Est-ce que on te menace? À présent, non. Depuis 4 ans où j'ai écrit sur les vaccins, avec Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Je dois être honnête, j'ai absolument rien eu, mais bon, j'ai donné avant. Hein. Avant, il y a eu la voiture trafiquée, l'incendie, les coups de couteau, donc... Et ça, je me rappelle, tu en as parlé, des coups de couteau. Voilà, donc si tu veux, j'ai donné, maintenant ils me foutent la paix quand même. Ils ont vu que tu étais indestructible, et peut-être aussi... Mais donc je fais pire à chaque fois. En plus, tu fais pire, et puis j'imagine que les anges sont aussi des protecteurs. Oui, j'ai ma protection, bien sûr. Bien sûr, j'ai ma protection. C'est pour ça que c'est Et tu vois là, je porte une croix qui a été dans les mains de Jean-Paul II, puisque c'est lui qui m'a demandé d'enquêter en France sur Tchernobyl. Elle a été dans les mains de Jean-Paul II, il me l'a bénie, elle est toujours avec moi. Et elle te protège? J'espère, je pense, puisque je suis là ce soir. Ils m'ont pas encore tué. Ils ont essayé 3 fois, mais... C'est vrai qu'on est dans un système où dire la vérité peut coûter cher. Peut coûter très cher. On l'a vu avec Éric Denessé, voilà, récemment avec Olivier Marleix, Gérald Delavarde, et tellement d'autres. Ouais. Mais ces sujets, le climat, moi je pense que c'est... En fait, tu vois, t'as les mondialistes, et ils ont 4-5 sujets, dont le climat, bien entendu, dont la question du genre, dont la question... de l'injection et puis le livre précédent, la guerre, la Russie, voilà. Et il faut pas toucher à ça. Voilà, c'est des sujets tabous. Pourquoi? Je veux dire, est-ce que tout ça mis bout à bout signifie que ce sera qu'on nous imposera cette nouvelle société? Mis tabou, c'est quand même énorme. Quand on fait le point de tous ces mensonges, de tout ce qui est faux. C'est quand même extraordinaire, cette guerre que les États-Unis font à la Russie sur le dos de l'Ukraine et sur le dos de l'Europe.
comme je l'expliquais dans le livre, elle est prévue, scénarisée depuis 30 ans. C'est expliqué dans les rapports dont j'avais mis dans mon livre, le rapport Hornkorp et le rapport Barry-Posen, que tout à chacun peut télécharger. C'était écrit dans le livre de Sibyl Wezensky, qui est paru en 97, Le Grand Échiquier. Tout ça, c'est prévu. Et dans les rapports, c'était même indiqué que, de toute façon, l'armée ukrainienne serait laminée. Bon, ce qui n'était pas écrit, c'était qu'un certain Macron voudrait absolument continuer et à forcer la France à rentrer dans le jeu. On va revenir sur le climat. Tu dis voilà, que le CO2 ne représente que 0,04% de notre atmosphère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, je pense que tous ceux qui nous écoutent, 0,04%, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, pour te montrer à quel point les gens ne savent pas, tu as un sénateur américain qui est agriculteur, mais entre autres, qui a fait une commission avec les gens de l'EPA. L'EPA, c'est l'Agence américaine de l'environnement. Et il leur a demandé quel était le pourcentage du CO2 dans l'atmosphère. Et alors là, on a eu 3, 4, 5, 7, 8. Il dit on va arrêter les enchères. C'est pas une vente aux enchères. Je vous informe que c'est pas 1%, que c'est pas 0,5%, c'est 0,04%. Et il dit, je vous informe qu'à 0,02, la nature, elle meurt. Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de nourriture pour les animaux, il n'y a plus de nourriture pour les hommes. Voilà. C'est les gens qui sont censés s'occuper de l'environnement aux États-Unis. Bon, je te rassure, on a les mêmes en France. Oui. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que ça représente pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, si je parle de 0,04%? Alors, on sait, pour ceux qui s'y intéressent, qu'il y a 3300 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. 3300, c'est vrai que c'est un chiffre qu'on connaît. Hein. Je crois que c'est l'endettement auquel Macron nous a monté. Mais là, c'est des milliards d'euros. Donc, on va rester sur les milliards de tonnes de CO2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait peur, mais on n'arrive pas à le représenter. Alors, je vais synthétiser. Si on prend Paris-Marseille, tout de suite, vous voyez la carte de France, vous voyez Paris, vous voyez Marseille. Vous allez sur Google, vous demandez les kilomètres, et donc on va gentiment et poliment vous répondre 775 kilomètres par la route et 668 en ligne droite. On va rester sur 775. On va imaginer que 775, ça représente l'atmosphère, et on a 0,04% de CO2. On multiplie 775 par 0,04%, on arrive à 0 km 315 mètres. Voilà. Et ça, c'est censé, sur 775 km, représenter le CO2. Le CO2, ceux qui sont en large, les scientifiques qui trouvent qu'il y a un rapport, sont à 5%. Si tu multiplies 315, 0 km 315 mètres par 5%, tu vois à peu près où on arrive. Et la France représente, sur ces 3300, 160 millions de tonnes de CO2 par an, c'est-à-dire 1/20 millième. Donc tu redivises le chiffre qu'on a trouvé par 1/20 millième, c'est peanuts, quoi. Et même si on prend l'Europe c'est 10 fois plus, donc c'est 1/2 millième. Et on croit qu'en prenant des voitures électriques, on va sauver la planète. Eric Orsena a dit, il n'y a pas de phrase plus stupide que sauver la planète, c'est l'humanité qu'il faut sauver. C'est vrai. Parce que la planète, donc, elle va nous succéder. Les gens ont compris l'importance du CO2, qui est pourtant un gaz indispensable. On en a besoin pour la végétation. Le CO2, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Tu as une scientifique russe dont je parle dans le livre. Désolée, elle est russe. Et elle explique qu'on n'en a même pas assez. On n'a pas assez de CO2 et on a des abrutis qui veulent absolument réduire le CO2. Même supprimer les CO2. C'est pas possible. Enfin, c'est pas vraiment des abrutis, puisqu'ils savent pourquoi ils le font. Ils savent très bien pourquoi ils inventent quelque chose, ils inventent une théorie, pour que nous, abrutis, justement, nous y tombions dedans. Mais dans le livre, tu as l'étude qui a été faite, si on arrête tout. Si on arrête les combustions fossiles, c'est-à-dire qu'on arrête le pétrole, on arrête le gaz, on arrête tout ça. Et l'étude montre qu'en 3 mois, il y a 4 milliards de personnes qui vont mourir sur la planète.
S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de transport, on ne peut pas acheminer la nourriture. Il n'y a que ceux qui sont dans les campagnes qui pourront s'en sortir. Mais dans les villes, pas de gaz, pas d'électricité, donc pas d'information, pas de téléphone, pas de nourriture. Ça va être l'anarchie totale. Il va y avoir des grands massacres. Et l'étude montre qu'un an après, il y a 6 milliards d'individus qui ont décédé. Oui, mais c'est ce qu'ils veulent. Ouais. C'est ce qu'ils veulent. Ils nous l'annoncent depuis 50 ans, puisqu'ils avaient fait le monument des Georgia Guinness-Stone, où ils indiquaient « Ne soyez pas un cancer pour la Terre, il faut réduire à 500 millions d'habitants. Ne soignez pas un cancer pour la Terre. Ne soyez pas un cancer pour la Terre. Ne soyez pas. Ne soyez pas un cancer pour la Terre. C'est fou, quand même. Et c'était indiqué donc sur ce monument en 7 langues. Et d'ailleurs, en 95, il y avait eu une conférence à l'hôtel Fairmont à San Francisco, avec Bill Gates, bien sûr, mais le président Bush, Mikhail Gorbatchev, Margaret Thatcher, où ça avait été dit, il fallait réduire la population à 500 millions. Et puis maintenant, avec l'IA, je rappelle les propos de Yuval Harari que j'ai mis dans mon tome 2, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces bouches à nourrir ? Et les gens ne réagissent pas. C'est le moment où il faudrait réagir, justement. Il faudrait que les peuples se réveillent. Moi, tu sais, j'ai fait des micro-trottoirs pendant la canicule. Et justement, je leur ai posé la question sur la canicule, sur le réchauffement, sur ce qu'ils faisaient pour l'écologie. Et ils me disaient qu'ils en faisaient évidemment pas assez. J'ai même une dame qui m'a dit qu'elle prenait des douches à 15 degrés parce que ça permettait de lutter contre Poutine. Donc, si vous voulez lutter contre Poutine, prenez des douches à 15 degrés. D'ailleurs, il se sent pas très bien, Poutine, là, j'ai l'impression, depuis qu'on prend des douches à 15 degrés. Enfin, moi, ce qui me fait peur, et je suis content de te recevoir, parce que le but aussi, c'est ça, c'est que ces gens-là, moi, que j'ai pas envie de les condamner, mais ils doivent lire ce livre, parce que j'ai l'impression que tous ces gens sont vraiment influencés et influençables parce qu'il est dit par les grands médias, quoi. Oui. Tu sais ce qu'a dit Mahatma Gandhi, une idée n'est pas forcément vraie parce qu'elle est répétée par des milliers de personnes, mais la vérité n'est pas forcément fausse parce qu'elle est émise par un seul individu. Voilà. Et là, on a plein de scientifiques qui doivent leur subvention au GIEC et qui nous pondent des rapports absolument faux. Pas forcément faux, puisque j'ai vu des rapports exacts, comme l'explique Christian Girondeau, hein, rendons à César ce qui appartient à César, mais que les rapports sont trafiqués à la fin. Et puis les rapports, ils font 600 pages. Vous avez jamais un journaliste qui va lire 600 pages. De toute façon, même une dépêche. J'ai déjà des amis journalistes qui me disent « Fais-moi épais, on n'a pas le temps de tout lire. » Déjà, des journalistes qui lisent même des dépêches AFP, c'est de plus en plus rare. Donc, des 600 pages. Voilà. Mais est-ce que ces gens du GIEC... Girondeau explique que les rapports peuvent être vrais, mais c'est le rapport du rapport qui fait 20 pages qui, lui, est faux. Enfin, est faux, oui, il est modifié. Voilà. Mais est-ce que ces gens du GIEC, est-ce qu'ils sont financés peut-être par d'entreprises privées qui les financent? Bien sûr. Quelles sont les grandes figures qui, justement, financent tout cela, cette idéologie, qui paye ces gens du GIEC? Mais c'est le GIEC qui paye ces scientifiques, donc ils marchent avec le GIEC et ensuite ils ont besoin de subventions pour faire leurs travaux, qui peuvent donner des résultats très différents, d'ailleurs, de ce qu'ils mettent dans le rapport du GIEC. Mais s'ils le font pas, ils n'ont pas leur subvention. Dans tous les pays. Est-ce qu'on a parmi ces scientifiques une forme de dissidence? Oui, bien sûr. Déjà, il y a une pétition qui avait été lancée il y a 20 ans, où au fur et à mesure, les scientifiques continuent de signer cette pétition. Aujourd'hui, ils sont à 31 000. Ah, quand même. Et oui, quand même, dans le monde. Et puis, il y a 2 ans, il y a eu une pétition qui a été faite, signée par 3100 personnes, 3100 scientifiques, dont 3 prix Nobel, dont John Clauser, qui depuis est blacklisté. Ils lui ont interdit. Ça a été très vite parce que 3 jours après, il avait une conférence à Kuala Lumpur. Elle a été interdite enfin annulée. Et depuis, il est blacklisté. C'est quand même un prix Nobel. Moi, je voudrais aussi débunker une chose, c'est que je donne des cours, c'est vrai, hein, à des jeunes de Sciences Po, seconde année,
sur les médias avec un journaliste du mainstream qui s'appelle Arnaud Muller. Il est journaliste à Envoyé spécial. Je fais ça 2 fois par trimestre, par semestre. Et à chaque fois, parce que lui il est très mainstream, et il me fait ouais mais les scientifiques, il y a un consensus, ils utilisent toujours ce terme, il y a un consensus scientifique. On y vient. Voilà, donc ça vraiment, je veux vraiment que tu éclates ça quoi, voilà, parce qu'il y en a marre de ce fameux consensus scientifique. Ah bah écoute, je vais te l'éclater avec non seulement avec plaisir, mais avec des chiffres si je trouve le document avec les chiffres. Alors ce consensus, il est venu d'Australie, d'une étude australienne qui a été établie justement sur 90 000 documents, enfin on te dit 90 000 qui ont été étudiés. Voilà. Et puis finalement, les chercheurs australiens en ont retenu 12 000, 11 944 documents pour sortir leur étude. Et alors c'est très intéressant. C'est pour ça que je vais te lire les chiffres pour pas me planter. Sur 11 944 études, tu en as 64, 0,5%, qui soutiennent le point de vue que l'humanité est responsable d'une part du réchauffement climatique. Tu en as 922, 7,7%, qui soutiennent explicitement la thèse que l'humanité joue un certain rôle. Tu en as 2910, 24%, qui soutiennent implicitement la même chose. Et tu en as 7970, c'est-à-dire 66,7%, qui n'expriment aucune opinion sur le rôle possible de l'humanité à l'égard du réchauffement climatique. Tu en as 54,05% qui minimisent ou rejettent implicitement toute responsabilité de l'humanité. Tu en as 15,01% qui rejettent explicitement une telle responsabilité et 9,01% qui admettent ces responsabilités, mais le chiffre à moins de 50%. Donc, quand tu récapitules, tu as 66,7% des études qui te disent, non. Donc il n'y a pas de consensus scientifique. Donc il n'y a pas de consensus. La définition du consensus, c'est pas ça. Merci à toi, cher Jean-Michel. On va passer à la seconde partie d'émission et cette grande discussion avec nos amis autour de la table. Mais avant ça, les petites annonces. Nous sommes en guerre. L'euro numérique arrive à grands pas. Dans moins de 5 ans, vous pourrez dire au revoir à vos libertés. Les élites prévoient de contrôler toutes vos transactions, de restreindre vos libertés de mouvement et même instaurer un revenu universel catastrophique pour votre épargne. Géopolitique Profonde a travaillé pendant 9 mois sur une solution confidentielle pour ne pas subir ce futur dystopique. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir. Ne laissez pas l'oligarchie vous enfermer dans le communisme 2.0. Merci à vous d'être si nombreux, 3700 personnes en direct. Merci beaucoup pour ce succès. Allez, on va être plus de 5000, 6000, même si, allez, plus de 6000 ce soir. Je sais qu'on va le faire. En attendant, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Les 3 Laurent Ozon, Laurent Arthur Duplessis, Laurent Michelon y écrivent. Et bien entendu, le maître du Logos, le seul, l'unique, le plus grand, Alain Soral, tous les mois, il est là à l'aide de Géopolitique Profonde. Donc vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Nous sommes 385 000. Allez, soyons 386 000 d'ici demain. Je sais qu'on peut le faire. Cher Patrick, tu as entendu tout ce qui s'est dit. Je sais que là, le climat, toi, tu maîtrises. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense bien que je suis absolument d'accord. Déjà, en fait, quand les gens me disent ça se réchauffe, ok, je dis mais comment mesure-t-on les températures sur Terre ? Déjà, par exemple, l'Amazonie, on mesure la température à quel niveau ? Au-dessus des arbres, au ras du sol, à 1 mètre au-dessus du sol. Donc déjà, on sent bien qu'il y a un problème. Et puis dans le désert, c'est au bas des dunes, au sommet des dunes. Et puis, à une époque, il y avait 57 stations météorologiques en France. Il y en avait 3 au Mali, qui fait 2 fois la France, qui fait à peu près 1 100 000 km². Donc, quand on regarde déjà la façon, et c'est ce que disait Jean-Michel, quand on regarde la façon dont les températures sont mesurées, elles sont souvent corrigées des données, des variations saisonnières. Donc, en fait, à partir du moment où nous savons que c'est corrigé des variations saisonnières, en fait, c'est bidonné. C'est-à-dire que tu leur fais dire ce que tu veux. Donc,
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est très bien que Jean-Michel se soit tourné un petit peu vers le passé. D'ailleurs, Emmanuel Leroy-Ladurie l'avait fait de façon remarquable dans son livre Le climat depuis l'an 1000 jusqu'à nos jours, puisqu'en fait, par exemple, il montre qu'avant chaque grande révolution, depuis la révolution de 1789, il y avait eu soit des excès de pluie, soit des excès de chaleur, qui ont fait s'effondrer les récoltes et donc qui ont propulsé les cours du blé vers des sommets insupportables pour les pauvres. Donc ça, par exemple, celle de 1789, c'est pendant un an avant, printemps sec, été orageux, hiver très froid, donc récolte qui s'effondre. 1830, c'est pareil. Donc là, en fait, c'est même pire. Il y a à peu près 5 années de pluie excessive auparavant. 1848, c'est le contraire. Là, c'est une canicule. Mais en fait, à chaque grande révolution française, il y a des excès climatiques. Et évidemment qu'on ne peut pas attribuer ni au CO2, ni à l'homme de façon générale. Et si on faisait une émission rien que sur les exemples, elle durerait toute la journée. Parce que je ne sais pas si tu parles dans ton livre de ce qui se passe de 1314 à 1316. Donc pendant 2 ans, il pleut quasiment tous les jours. Donc je ne sais pas si on imagine, c'est que si aujourd'hui il se mettait à pleuvoir pendant 2 ans, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de récolte. Évidemment, tout ce qui est maladie, etc., explose. Et ça a des conséquences évidemment sur la population, mais encore une fois, de telles variations extrêmes, on en trouve tout le temps, dans la chaleur comme dans le froid. Et en fait, on ne peut absolument pas dire qu'il s'agit d'une intervention de l'homme. Enfin, donc c'est pour ça que je trouve que c'est très bien qu'effectivement d'aller voir le passé, parce que en fait, tous les 20 ans, tous les 30 ans, parce qu'après, on va partir trop dans le détail technique, mais il y a les cycles de Maunder. Par exemple, cycle de Maunder, ça dure de 1645 à 1715. Donc, quasiment tout le règne de Louis XIV, il fait froid. Parce que on constate à cette époque que l'activité solaire est en réduction. Donc, qu'est-ce qu'aurait donné une France sous Louis XIV avec, au contraire, l'optimum romain ou l'optimum médiéval? Tu disais, il faisait plus de 2 degrés supplémentaires au temps des Romains. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si les Romains n'avaient pas eu une chaleur supérieure à la norme que nous avons aujourd'hui selon les écologistes, il est clair qu'ils n'auraient pas pu construire un empire comme ils l'ont fait, parce que un excès de chaleur donne un excès de récolte. Donc tu peux nourrir une armée que tu ne pourrais pas nourrir, sinon il faudrait employer tout le monde dans les champs. Donc voilà, je veux dire, quand on veut vraiment, quand on a face à soi, et c'est là la difficulté dont vous parliez au début, quand on a des gens qui veulent écouter, les preuves abondent. Enfin, je veux dire, on peut même leur parler de Waterloo, etc., etc. Quand on a face à soi des murs qui sont convaincus qu'il faut sauver la Terre, et effectivement, vous l'avez dit, il n'y a rien de plus ridicule que de sauver la Terre. La Terre sera encore là quand nous ne serons plus là. Surtout qu'il y a eu des extinctions nombreuses. Hein. Oui, nous parlons de la 6e extinction. D'ailleurs, comme le mot extinction ne leur suffit pas, maintenant, ils emploient le mot extermination. Mais comme je leur dis, si nous en sommes à la 6e extinction, c'est qu'il y en a eu 5 avant. Enfin, j'ai fait un peu d'études. Et la première, elle date il y a 240 millions d'années. On estime que 90 à 95% des espèces marines ont disparu. Et franchement, je ne pense pas que la voiture thermique en soit responsable. Mais peut-être que Laurence va nous... Ah oui, tiens, Laurent, tiens, pas mal, transition, la paix transition. Tiens, tu réponds, transition. Moi, je vais partir. Merci d'être venu. Justement, sur le passé, alors effectivement, le problème, c'est cet alarmisme, le catastrophisme qu'on nous vante et tout. Celui qui, le premier, a supposé le lien entre CO2 et réchauffement, d'ailleurs, on s'est aperçu que c'était faux, mais c'était Svante Arrhenius qui, au contraire, disait le réchauffement, chouette, ça va être bien pour la Suède parce que, justement, on va être dans une période florissante. Donc, en réalité, quand on parle, en plus, réchauffement de combien de degrés?
degrés, on parle là aussi, la température globale, ça n'existe pas, les moyennes, ça n'existe pas. Hein. Bon, il y a aussi ce passé qui est intéressant, puisqu'on nous dit que le CO2 va entraîner une catastrophe, etc., basé sur des modèles informatiques prédictifs. Ces mêmes modèles, si tu leur demandes de prédire ce qui s'est passé il y a 50 ans, ils sont incapables de te dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour justement dire ce qui s'est passé. Donc ça veut dire si tu ne peux pas dire ce qui s'est passé, tu ne peux certainement pas dire ce qui va se passer. Et ça, c'est une logique. Aucun scientifique peut dire qu'avec un programme ou plusieurs programmes, il peut savoir ce qui se passe. Pour la météo, je crois qu'on en est à 48 heures, hein, c'est ça, maximum. Et encore, on l'a tous vu, hein, là pour le coup ça a l'avantage d'avoir nos smartphones. Ah tiens, demain il va faire... Ah bah non, tiens, finalement il pleut et tout. Donc c'est la même chose les modèles prédictifs. Le climat c'est tellement compliqué que de toute façon on ne peut pas le modéliser. Par contre, ce qui est intéressant pour les mondialistes, c'est comme ils disent que c'est un problème mondial, donc il faut une solution mondiale avec un gouvernement mondial. Voilà pourquoi ça sert énormément. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est la vision Jacques Attali. C'est tout à fait ça. Alors que de toute façon, l'augmentation de température, elle n'est pas mondiale. Il y a des endroits où elle augmente et d'autres où elle n'augmente pas. Je voudrais revenir sur le consensus. Pourquoi ça fait autant de bruit, cette histoire de consensus? C'est parce qu'en 2012, avant les accords de Paris, là, Barack Obama avait tweeté un consensus à 97%. C'est pour ça que ça a explosé partout. Voilà. Et pour en revenir à ce que disait Patrick, la MMA aux États-Unis a fait des études sur les stations pour vérifier la température, et sur 9000 stations, il y en avait 90 qui n'étaient pas bonnes. Voilà. Beaucoup quand même. Et on revient aussi au fait que pour mesurer la température, ils mettent au sol. Si tu prends la température à New York, c'est sûr que dans la rue au mois d'août, ça va pas être la même température qu'à Central Park. Voilà. Et d'ailleurs, on a eu ce tweet, rappelle-toi, de Madame Sandrine Rousseau, qui parlait de 70 degrés au sol il y a un an en Espagne. Mais c'est ça, ce qu'elle avait dit. Oui, mais ça, c'est une connerie, quoi. Mais oui, mais c'est comme une politique à qui on donne la parole quasiment tous les jours. Parlons de gens sérieux, s'il te plaît. Non, mais elle n'est pas sérieuse, certes, mais on lui donne quand même la parole tous les jours. Ouais. Et elle sera réélue députée. C'est peut-être pour ça qu'on lui donne la parole. C'est le malheur de la tous les France, jours. ça. Oui, c'est ça, Laurence a raison. On lui donne la parole parce qu'elle sert le discours. Voilà, c'est pour ça qu'elle a la parole. 500 millions d'habitants. C'est pour ça qu'elle a la parole. Donc, parce que nous, effectivement, qui avons un discours différent, il n'y a aucune chance que nous soyons invités. Même l'ARCOM. Pascal Pro a beau dire qu'il donne la parole à tout le monde. Est-ce que tu sais que un de nos invités, Philippe Erlin, qui est aussi sur ta logique, parce qu'il a dit justement chez Pascal Pro que le réchauffement climatique en gros n'existait pas, eh bien l'ARCOM a condamné CNews à 3000 et quelques euros, je crois. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que je suis jamais passé chez CNews. Ben justement, qu'est-ce qu'on te dit lorsque tu essayes parce que Marie-Hélène Doré, que je salue ma Marie-Hélène, elle est tellement... adorable, elle est tellement pro. Je dis une chose, Marie-Hélène, c'est une des dernières grandes attachées presse. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Voilà. Et tu as vraiment énormément de chance. Depuis 5 ans. Voilà. Et donc je la salue pour son excellentissime travail. Et même elle n'arrive pas à te faire passer dans ces grands médias. J'en profite pour la remercier aussi. Et justement, qu'est-ce que les rédactions te disent lorsque voilà, tu dis bon, écoutez, invitez-moi pour que je puisse en parler, même en débat de Climarnac. Ah non, mais ça pas. Et je vais te dire, je vais être honnête. Quand j'écrivais sur Tchernobyl, je passais partout, même aux informations de Canal+, j'avais des interviews et tout. Et là, à partir pour Fukushima, oui, j'ai eu une interview sur une chaîne d'information française. Parce que c'était Fukushima, donc voilà, c'était loin. Mais sinon, depuis que j'ai attaqué, mais même à la Réunion où je vis, pour Fukushima, je les ai tous eus. Les journaux, Antenne Réunion, Réunion Première, tout. Mais là, maintenant, c'est fini. À partir du moment où j'ai attaqué cette vaccination expérimentale, ça a été fini. J'ai un directeur de radio qui m'a reçu parce que Nicolas Dupont-Aignan était venu et il lui avait dit il faudrait que vous receviez Jean-Michel Jacques Raffestin. Donc il m'a reçu 3 mois après en me disant je vous reçois parce que voilà. On a discuté pendant 1 heure. Alors il me dit vraiment vos livres sur Fukushima, Tchernobyl, c'était bien. Mais alors là,
Vraiment, les vaccins, c'est... Et on discute et je dis, mais vous avez vos doses, bien sûr. Ah, il me dit, oui, j'ai 3 doses et ça se passe bien. Ah ben après la 3e, j'ai fait un infarctus. Mais bon, j'aurais pu en faire un sans être vacciné. Oui. Oui, mais il a fait l'infarctus, mais au moins, il n'a pas eu le Covid. Voilà, donc si tu veux, je suis content, j'avais commencé ce livre, ce tome 1, par une petite fable, je les commence toujours par une fable, l'herbe est bleue, oui, ben, j'ai dit oui, l'herbe est bleue, il y a pas à discuter avec ces gens-là, on n'a pas de temps, moi maintenant j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas à discuter avec ces gens-là, c'est pas la peine, on perd notre temps. Qu'est-ce que toi, ils te disent, Laurence, quand tu abordes ces sujets? Contrairement aux jeunes que tu me disais tout à l'heure, les jeunes, c'est on pas peut facile discuter avec les jeunes. Pour l'instant, j'ai pas de livre, donc j'interviens via mon site. Oui, mais un Nexus, etc. Nexus, par rapport aux injections, là, on est quand même sur la même ligne et tout. Concernant l'écologisme, il y a toujours cette idée qu'il faut faire attention, etc. Donc, je sais pas encore leur position, parce qu'il y a tellement ce côté de respect de la nature et tout, et le fait que n'importe quel produit pourrait polluer et tout. Mais progressivement, j'explique que tout ça, c'est une manipulation et surtout une affaire de gros sous. Voilà. Mais voilà, mais enfin en tout cas évidemment sur le. Mais moi il y a un truc que je remarque, chers amis, c'est que les gens, il y a des gens qui de toute façon ont compris et ça c'est tant mieux, ils sont de plus en plus très bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une masse qui ne peut pas rentrer dans sa tête que il y a un État, un système, chère Laurence, qui ne leur veut pas du bien. Pour eux, l'État est censé nous protéger. Ah oui, c'est ça. Non, ça, en tout cas, il est censé au moins gérer. C'est pour ça qu'ils se sont tous précipités pour l'injection, parce que l'État voulait les protéger. Oui, alors en même temps, ils se sont tous précipités, on les a bien aidés à se précipiter. Hein. Oui. Il y en a très peu qui sont allés de leur propre volonté, sans compter effectivement le pire, les gens qui savaient qu'en phase expérimentale, tout n'était pas garanti, ils ne pouvaient pas imaginer bien ce qui pouvait se passer et qui ont été contraints de le faire. Qu'est-ce que tu en penses? On retourne sur les études de Staley Milgram qui avaient dit que 80% de la population n'était pas apte à dire non. À l'État, aux ordres de l'État. Je crois que c'est 62,5% prêts à aller aux 450 volts, donc le létal. Oui, enfin ça c'était à 50 ans, mais aujourd'hui je pense que on est vraiment à 80%. Parce que au vu, moi je vais dire, moi je fais des reportages et je suis quasiment obligé dorénavant de privilégier la génération baby-boom parce que c'est eux qui savent parler. Mais vraiment, hein. Oui. C'est eux qui savent répondre aux gens. Hein. Parce que pour avoir 1 minute d'interview avec quelqu'un de moins de 25 ans, j'ai besoin de poser 10 questions. Mais sans déconner. Hein. Et donc, j'en mets de moins en moins parce que c'est une perte de temps, en fait. Non, mais je te crois. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Patrick. Je vois les manuscrits que je reçois de toute façon. Donc en tant qu'éditeur, oui. Puis c'est compréhensible. Les jeunes aujourd'hui, ils sont dans le cours. C'est TikTok, c'est Twitter, c'est difficile effectivement pour eux ils sont plus habitués à penser. On parlait tout à l'heure de la fabrique des crétins. Oui, ça fait un moment que l'éducation nationale s'y emploie et avec succès. Cela dit, ce que je trouve d'intéressant, c'est quand même, il y a des jeunes, effectivement, c'est même pas la peine d'essayer de discuter, et je ne discute pas. C'est-à-dire que s'ils veulent entendre, s'ils veulent partager, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. Mais je vois beaucoup de jeunes, justement, qui ne se sentent pas à l'aise dans cette société. Et qui ont envie justement même s'ils entendent tous les jours ce qu'on peut entendre, le fait qu'il y ait des vieux qui pensent autrement, il y en a que ça intrigue, et donc du coup qui s'interrogent ou qui nous interrogent. Et moi j'en rencontre assez régulièrement, d'autant plus que tu sais, je travaille beaucoup sur les questions d'abondance. Donc de magie de la nature, Qu'est-ce qu'ils te demandent, ces jeunes? Eh bien, par exemple, quand je parle tu sais, nous avons déjà parlé de ce sujet sur le fait qu'il n'y aura jamais de pénurie d'eau sur Terre grâce à l'eau primaire. Tout de suite, ça soulage. C'est-à-dire que, mais on ne va pas s'entretuer parce qu'il n'y aura plus d'eau potable sur Terre. Pas Mad Max, quoi. Non, exactement. De même, quand tu vois, je parle de ces récoltes extraordinaires. On a déjà fait une émission qui a eu beaucoup de succès sur le sujet.
et qu'on découvre qu'avec la conscience, on peut faire grandir des plantes sans parasites, etc., sans chimie, et du coup, et qu'en plus, c'est pas demain. Aujourd'hui, déjà, nous le faisons. Et qu'en fait, qu'il y a de vraies solutions, évidemment pas prises en charge par les États, parce que dès que, par exemple, je sais qu'à La Réunion, il y a très longtemps, il y avait des expériences qui ont été faites justement on va dire, d'électroculture au sens large. Et il y a ce qui s'appelle des lobbies qui ont mis fin à tout ça tout de suite. C'est impensable qu'aujourd'hui, on puisse avoir l'abondance, que ce soit pour la nourriture, pour l'eau, et que ça ne profite pas à quelques multinationales et aux gens qui sont autour, et donc aux politiciens qui les favorisent. Enfin, nos amis ici. Qu'est-ce que tu en penses? Les multinationales aussi, Oui, tout pour à fait. la question d'argent? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et les jeunes, si tu veux, aujourd'hui, on ne leur apprend pas à penser par eux-mêmes. Et un jeune à qui on n'apprend pas à penser par lui-même devient un adulte programmable. Et on peut lui mettre ce que l'on veut dans la tête. C'est 1984, Empire. Oui, Empire. Oui, Empire, bien sûr. Oui, parce qu'il y a la technologie. Bien sûr. Bien sûr. Les boîtiers. Mais ce qui est fou, je le dis, cher Oh. Jean-Michel, c'est que tout ce que toi tu as écrit dans ton livre, tout ce que nous on dit chaque jour, on a été insultés, on a été mis au banc, on nous a dit des choses, et oui, vous êtes des complotistes, votre machin et tout, mais tout arrive. Mais oui. Tout arrive. Et il y a eu accélération avec la crise sanitaire. Voilà. Mais la crise sanitaire a aussi ouvert l'esprit de beaucoup de gens, quand même. Oui, mais pas assez. Pas assez, mais oui, mais par rapport à l'état où on était, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui qui, tu leur feras plus un vaccin. Nous, à La Réunion, on nous a mis le chikungunya au mois de février, parce qu'en décembre, on a eu un lâcher de moustiques. Ouais, de Gates, sans moustique doute. Bill Gates, voilà. Et comme par hasard, en février-mars, on a eu une grosse crise de chikungunya. On n'avait pas eu le chikungunya depuis 2006. Hein. Alors à l'époque, en 2006, on soignait le chikungunya avec l'ivermectine. Ça passait. Et cette année, on a eu le vaccin chikungunya. Et je l'avais dit, puisque j'ai une seule chaîne où je passe régulièrement, c'est TV Créole, et j'avais dit, attention, ils nous prennent pour des cobayes. On va être les cobayes. Une petite île de 800 000 habitants, on va être les cobayes. Et on sait, on sait pas ce qui va... Ça n'a pas loupé, et il y a eu 3 morts. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, alors justement dans le livre sur l'OMS, on parle de la dengue. Donc, en plus avec le vaccin anti-dengue qui était venu sauver, c'était plus de 400% de recrudescence de dengue. Voilà, donc c'est le sauveur Bill Gates évidemment. Bien sûr. Mais il y a aussi une autre chose, ce que je remarque, c'est que ils sont obnubilés par le CO2, etc. Par contre, ils ne sont pas obnubilés par le continent plastique. Oui. Le 7e continent. Voilà. Ils ne sont pas obnubilés par des espèces qui sont assassinées, des animaux, par la souffrance animale. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Alors moi, j'en parle pas mal du plastique parce qu'il y a un vrai bashing sur le plastique qui ne résoudra pas le problème. Hein. De toute façon, à partir du moment, dès qu'il y a des bashings, donc CO2, justement, on dirait que c'est fait exprès pour non seulement pas résoudre le problème, mais en créer d'autres, avec évidemment peut-être une solution clé en main, puisque mais c'est vrai que d'ailleurs, vient de passer pour le budget, parce que là maintenant c'est le budget, le prétexte, le licenciement de 4000 postes d'enseignants qui vont être remplacés par des stagiaires. Ah bon? Voilà, donc ça va pas s'arranger au niveau de ça. Donc ça y est, c'est dans les tuyaux. Mais moi, ce que je trouve aussi important, c'est effectivement dénoncer tout, mais aussi parce que nous, on a connu cet art de vivre, cette insouciance qu'on peut d'ailleurs voir dans le cinéma, cette liberté-là que l'on a connue, qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas un luxe, qui est une réalité. L'abondance, c'est une réalité, c'est réellement la vie telle qu'elle est. La privation, le sacrifice, ça c'est l'autoflagellation, ça c'est du dogme qui évidemment ne sert pas, qui n'est pas utilisé par les donneurs d'ordre. Donc par notre expérience effectivement des acquis, des connaissances que l'on a, mais aussi cette façon d'être à la vie, cette joie.
là, parce que quand même, on voit aussi pas mal de jeunes gens qui font un peu la tête, quoi. Ils n'ont pas l'air d'être heureux, ils n'ont pas l'air d'être réveillés, et c'est à nous de rappeler ce qu'on a vécu, et qu'on peut le vivre aussi en ayant un smartphone, à condition évidemment que ce smartphone soit un outil et non pas un asservissement. Parce qu'en plus, quand on leur parle que les solutions... Donc, en fait, merci Laurence, effectivement, parler de la joie, c'est fondamental. Parce que c'est comme si tout le discours public devait gommer la joie. La joie ne doit pas exister, en fait. Et quand on commence à leur expliquer aussi que les solutions proposées par l'écologie sont de fausses solutions, qui ne sauvent pas du tout la planète, je sais que Jean-Michel, si nous parlons voiture électrique... Voilà, tu vas venir dessus, mais par exemple, je prendrais juste l'exemple du lithium. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de forêts aujourd'hui qui brûlent, surtout quand il y a des mines de lithium dessous. Ça, il y a un certain nombre de même les cargos qui transportent les voitures brûlent. Et donc, par exemple, c'est un exemple d'ailleurs dont on avait discuté avec Laurence, le désert d'Atacama au Chili. Voilà. Le Chili, en fait, représente, pendant 20 ans, le Chili représentait à peu près 40% des exportations mondiales de lithium. Aujourd'hui, l'Afrique monte et puis il y a d'autres pays. Et oui, mais le lithium venait du désert d'Atacama, donc qui est un des déserts les plus secs au monde. Mais pour extraire le lithium, il faut assécher le désert. Et donc, alors tu dis, on s'en fout, c'est le désert, donc il n'y a pas d'eau. Ben non, on s'en fout pas. Parce que même si c'est le désert, il y a des populations... Pardon. Excusez-moi. Il y a des populations de flamants roses. Il y a des populations indigènes qui vivent dans le désert. Et le fait que le lithium assèche le désert d'Atacama, les populations indigènes et les populations de flamants roses sont en train de disparaître. Et Madame Sandrine Rousseau s'en fout de ça. Oui, Vous avez la chose. Oui, parce qu'en plus, ce dont elle ne mesure pas l'importance, c'est les enfants de 7 ans, 8 ans qui sont obligés d'aller, pour survivre, ramasser du coltan, du lithium, etc. Enfin, je veux dire, c'est horrible. Enfin, je rajouterais justement que dans ce désert, il faut 2 millions de litres d'eau pour une tonne de lithium, oui. Ce qui représente la consommation annuelle de 2000 personnes, 2000 habitants. En fait, ce sont des milliards de litres d'eau qui ont été évacués du désert d'Atacama. Et ça, effectivement, Rousseau s'en occupe pas. Pas plus qu'elle ne s'occupe des enfants au Congo, puisque le Congo représente 80% des réserves de cobalt. Ce sont des enfants de 8, 10, 12 ans qui descendent tous les jours dans les mines pour $1 ou $2. J'ai d'ailleurs mis dans le livre le rapport de l'ONU qui parle de 40 000 enfants qui sont... voilà. Et qui ne remontent pas toujours, voilà. d'ailleurs. Petite parenthèse, il faut 5 enfants dans les mines pour une batterie de voiture aujourd'hui. 5 enfants 5 enfants. 5 enfants doivent travailler, extraire, oui. Ça veut dire que cette voiture électrique qu'on nous impose, ça va encore multiplier le travail des enfants dans ces pays. Non, pour moi, ça veut dire que celui qui achète la voiture électrique est un esclavagiste. C'est la nuance que je fais pour moi. Il y a l'Indonésie, le nickel. On a notre président qui est allé au mois de mai. Alors là, c'est terrible parce qu'ils déboisent. Ils mettent de l'acide dans les rivières, les eaux potables sont contaminées, les populations sont malades, mais c'est pas grave, c'est pour sauver la planète. C'est ahurissant. Pour sauver la planète, on assassine l'homme et la voiture l'enfant. électrique, c'est un écocide. Un écocide. Un écocide. Pourquoi ? Parce que ça détruit complètement la planète. Si tu veux, pour une batterie, il faut déplacer 250 tonnes de matériaux. Pour une batterie. J'ai des chiffres, donc vas-y. Je vais me permettre de les donner. Il faut 12 tonnes de saumure pour 12 kilos de lithium, il faut 15 tonnes de minerai de cobalt pour 15 kilos de cobalt, il faut 3 tonnes de nickel pour 30 kilos de nickel, 12 tonnes de minerai de cuivre pour 100 kilos de cuivre. Alors, il faut savoir que pour une voiture normale, il y avait 20 kilos de cuivre. Pour une voiture électrique, totale, c'est 80 kilos. Pour les bornes, c'est 100 kilos à chaque borne pour se recharger. Et l'Agence d'énergie américaine en déduit que jusqu'en 2035, il va falloir installer entre 200 000 et 350 000 bornes par an. Tu multiplies tout ça par 100 kilos de cuivre. C'est absolument impossible. Alors, il y a d'autres
trucs qui sont absolument impossibles, si tu veux. Donc toujours l'Agence internationale de l'énergie. Pour 2040, il va falloir produire 904 000 tonnes de lithium. Tu te rappelles, je t'ai dit pour le lithium, il faut 12 tonnes pour 12 kilos. Je laisse ceux qui nous écoutent faire le calcul. 904 000 tonnes de lithium par an par rapport aux 22 000 tonnes de 2020. C'est faramineux. Mais c'est impossible, c'est impossible. Il faut rappeler que les mines polluent très longtemps, puisque nous avons une scientifique qui nous explique que les mines romaines, à l'époque romaine, continuent aujourd'hui à polluer la planète. Alors tu imagines, là, le chantier, ça détruit complètement... Oui, je maintiens le terme, c'est un écocide. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour réduire des émissions de CO2 qui sont un fertilisant, dont notamment François Gervais dit aussi qu'on n'a pas assez de CO2 pour encore avoir une végétation plus florissante. Voilà. Donc toute cette destruction, donc destruction humaine, destruction qui sera de toute façon, qui mettra des années à se réparer, si tant est que ça puisse se faire, pour quoi? Pour supprimer un CO2 qu'on devrait plutôt pousser et faire continuer à être. En plus, nous avons quand même ce qu'on appelle des énergies fossiles. Quel est le problème en réalité? Et de toute façon, l'ingénieur Aurore Stéphane a dit que c'était impossible. On peut pas. Faut savoir raison garder. C'est absolument impossible. Donc leur système de voitures en 2035, c'est... À moins que l'idée soit d'empêcher les gens de circuler. C'est-à-dire d'empêcher le droit d'aller et venir. Bah, quand tu peux... La ville à 15 minutes la ville de 15 minutes, et puis des voitures que tu peux pas t'acheter, qui n'existent pas. Voilà. Et puis l'Union européenne veut réduire de 75% les véhicules en Europe. Voilà. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'Europe, c'est 1/2000 de CO2. C'est pas ça qui va changer grand-chose au climat. De toute façon, il n'y a pas assez de minéraux pour produire des voitures électriques pour tous les habitants de la Terre. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je remarque une chose, c'est qu'au plus la voiture, pourquoi aussi les gens, on n'achète plus de voiture, mais la voiture vaut au moins 10 ou 15 000 euros de plus en moyenne, entre il y a 10 ou 15 ans et aujourd'hui. Et puis alors, il y a une étude récente qui a été faite. Il y a quand même 54% des possesseurs de voitures électriques, on les reprendra, c'est fini, hein, on les reprendra parce pas. Que c'est que des problèmes. C'est-à-dire que tu mets une heure pour recharger. C'est toi qui m'avais expliqué que sur un trajet qui normalement ferait 3 heures, tu peux multiplier par 3-4. Mais il n'y a même pas, en plus, aucun intérêt pour l'utilisateur. Et si c'est la nuit, qu'il pleut et qu'il fait froid, qu'il faut mettre le chauffage, j'ai écouté un jour l'explication d'un monsieur qui avait acheté une Audi à 80 000 euros et sa fille avait besoin de lui à Paris. Il avait 400 km à faire pour venir de nuit et il n'a pas pu arriver à Paris, quoi. Et il n'a pas trouvé de borne de recharge, en plus. Donc c'est... Une voiture à 80 000 euros, quand même, c'est beaucoup en plus. Hein. C'est beaucoup, hein. Il n'a pas trouvé. Pour faire un Salois, c'est rien à côté de la voiture de Fro van der Leyen, hein. C'est une OD8 à 146 000 euros, sans le blindage. Électrique? Non, surtout pas. Dans mon tome 2, justement, on avait interviewé les journalistes à Davos. Et pourquoi vous avez des voitures thermiques? Non, on ne peut pas transporter ces gens-là dans une voiture électrique quand même. Non, ça c'est pour les gueux. D'ailleurs, ils sont en train de tuer l'industrie automobile européenne. Voilà. On a vu, par exemple, des groupes comme Volkswagen, pour respecter les normes environnementales fixées par la Commission européenne, être obligés d'acheter des crédits carbone à des constructeurs chinois. Alors attends, quoi? Une entreprise européenne est obligée de payer l'État chinois pour pouvoir fabriquer des voitures en Europe. Ça, c'est Bruxelles. Et d'ailleurs, sur les Chinois, donc effectivement, ils ont pris l'essentiel du marché des voitures électriques. Et j'ai vu que Xi Jinping avait demandé à ce que maintenant on passe à l'hydrogène. En fait, il leur donne 10 ans pour remplacer l'électrique par l'hydrogène. Parce qu'effectivement, c'est quand même une meilleure solution que... la voiture électrique est une catastrophe. Oui, mais est-ce que à terme, on n'aura pas des voitures avec essence qui consommeraient 1 litre d'essence au 100, par exemple? Oui, mais ça, les entreprises, les compagnies pétrolières ne l'accepteront jamais. T'as les moteurs à eau aussi.
On avait Oui, c'est on sait que, par exemple, Peugeot avait des voitures dès les années 70 sur ses parkings qui roulaient avec 2-3 litres au 100. Mais n'oublions pas que l'essence et la voiture au sens large est une vache à lait de l'État et d'un certain nombre des groupes pétroliers et donc des banques, etc., etc. Oui, mais alors du coup, la voiture électrique, l'État pourrait prendre des taxes dessus sur l'électricité. Comment ça se Ils passerait? ne vont pas se gêner, à mon avis. Oui, Ils ont l'État déjà commencé, se gêne jamais, mais si tu veux, la vaste comédie de ces voitures électriques, c'est tu as par exemple Akio Toyoda, qui est le boss de Toyota, il a déclaré que les voitures électriques produisent 70% de plus de CO2 que les voitures thermiques. Mais il est pas. Alors ce serait drôle s'il y en avait qu'un, mais tu as le directeur de Volkswagen qui le dit aussi, tu as le directeur de Volvo qui dit aussi que ça produit 70%. Donc ils sont 3 à maintenir ce chiffre de 70%. En plus, les voitures électriques sont très lourdes, donc elles usent beaucoup plus vite les freins et les pneus. Et elles produisent 1850 fois plus de particules nocives que les voitures actuelles, les pots d'échappement actuels. Donc c'est quand je te dis que c'est une vaste plaisanterie, la voiture électrique, c'est... Enfin, c'est même un crime. Hein. Enfin, c'est un Donc, crime de la Commission européenne. Hein. Et en plus, les voitures qui ont un choc, elles sont très difficilement réparables. Donc elles partent au bout tout de suite à la casse. À la casse, elles sont pas recyclables. Elles ont produit un chômage incroyable. Les sociétés dont on parlait, Volkswagen, tout ça, Volvo licencie. Alors, on parle de Volvo, mais il y a tous les sous-traitants. On parle de Volkswagen, mais il y a tous les sous-traitants. Donc, c'est en train de nous mettre un chômage dont l'Europe se serait bien passée. C'est la pire crise automobile depuis que l'automobile existe. Pourtant, l'Europe, l'Union européenne, bon, ça, on peut comprendre à la rigueur parce que c'est des salopards, que nos États aussi d'ailleurs, mais personne parmi les pouvoirs publics ne réagit à ça. Voilà. C'est ça qui est terrible. C'est fou. Et le pire, c'est que c'est pareil en Chine. Les gens ne veulent plus acheter les voitures électriques. Donc, la Chine a un stock de voitures électriques terrible qu'elle a envoyé en Europe. Mais ils vont nous les vendre et on va les acheter comme des cons. Ils les envoient chez nous. Non, elles stagnent dans les deux ports il y a Hambourg et puis je sais plus lequel. Et ça s'entasse. Et puis les Français... Parce qu'ils avaient fait une chose... Pour forcer les gens à acheter des voitures électriques, ils ont imposé aux loueurs de prendre Hertz et tout ça, de louer. Hertz avait signé des contrats de 100 000 voitures avec je sais plus qui et de 200 000 avec Ford. Et puis, alors déjà, ils se sont aperçus que les clients n'étaient pas emballés pour louer une voiture électrique. Et puis, deuxièmement, ce sont des compagnies qui achètent avec 25 ou 30% de remise. Et au bout de 2 ans, ils revendent les voitures. Oui, seulement les gens ne veulent pas racheter des voitures de 2 ans électriques. Donc Hertz a annulé ses commandes. Il avait déjà reçu 100 000 voitures de Ford. Il a annulé la deuxième commande de 100 000. Et finalement, on se retrouve avec des voitures électriques partout et les gens n'en veulent pas. Tu voulais rebondir? Alors, on va les laisser à Madame Rousseau. Ah ouais. Alors, en plus, ces voitures, il semblerait que elles sont un peu abrasives facilement, oui. donc c'est quand même très très inquiétant. Oui. Ça peut. D'ailleurs, il y a des parkings qui refusent des voitures électriques. Les parkings souterrains refusent. Oui. Si vous prenez le bateau pour aller en Corse, il faut que votre batterie soit vide. Ouais. Et là encore en décembre, je l'ai marqué dans le livre, il y a encore un cargo qui venait de Chine qui a pris feu. C'est le deuxième. Et ils peuvent pas éteindre. Il faut combien de temps pour recharger une batterie? Voilà. D'ailleurs, je parlais avec une amie, elle me parlait qu'un pompier lui a expliqué que les panneaux voltaïques sur les maisons, les pompiers ont reçu l'ordre de laisser brûler parce qu'ils peuvent pas éteindre. Oui. C'est comme les voitures électriques, ils peuvent pas éteindre. Il faut combien de temps pour recharger une batterie de voiture électrique? Ah, je n'ai pas de voiture électrique, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend de ton chargeur. Tu as des chargeurs qui sont vraiment qui vont recharger plus rapidement. Pour les départs en vacances, j'ai lu qu'il fallait une demi-heure. C'est long quand même. Hein. Mais tu peux attendre 4 heures, vu la queue qu'il y a pour... Par rapport à un plein d'essence, c'est sans commune mesure. Un plein, tu le fais en 5 minutes, 3 minutes. Voilà. Et alors, je l'ai mis dans le livre, il est même dangereux de rester près de la recharge pendant que ça recharge, parce qu'il y a des particules nocives aussi qui peuvent te rendre malade, qui sont mauvaises. Nous pourrions parler des éoliennes. La borne. Bah oui, les éoliennes. Laurence, un mot non, de Chine. Allez-y. Les éoliennes, c'est une catastrophe environnementale. Déjà, je rappelle C'est mon prochain livre, c'est le tome 2, ça. Ah, les éoliennes Oui.
1000 tonnes de blocs de béton dans le sol. Ouais. Déjà, rien que ça, c'est une prise au sol qui est qui est catastrophique. Et puis, une fois qu'on a tous vu, quand on passe sur le long des autoroutes, etc., le nombre d'éoliennes qui ne tournent pas. Voilà. Et tout ça, évidemment, avec l'argent du contribuable. Et puis, sur l'environnement, les insectes, la faune, la flore et l'être vivant, c'est-à-dire nous payons un lourd tribut aux champs électromagnétiques générés par ces monstres, hein, pour un rendement énergétique qui est probablement l'un des pires. Ouais. J'ai un rapport en Irlande, quand il n'y a pas de vent, les éoliennes elles fonctionnent à l'électricité. Oui, mais oui. Oui. Il y en a qui sont au diesel. Voilà. Et alors ça, c'est un attrape agriculteur, puisque les agriculteurs touchent à peu près 10 000 euros par an, avec à la signature 40 000 euros qui sont bloqués à la caisse des dépôts et consignations pour quand ce sera fini. Ouais. Le problème, c'est que pour démonter une éolienne, c'est entre 400 000 et 500 000 euros. À leur charge. À leur charge, à la charge des agriculteurs. Et c'est vrai que tout cet argent dépensé, sachant qu'on en a tellement trop de cet argent. Bah oui. Et puis qui abîme notre nucléaire, hein, parce qu'évidemment, il faut arrêter le nucléaire. Et les éoliennes n'ont pas que ça d'ailleurs, pour le coup. C'est pas que les bétons, tout ça. Moi, j'ai reçu des gens ici, des agriculteurs, victimes. Le bétail, oui. Ben oui, parce que les éoliennes ont une sorte d'énergie, voilà, qui tue le bétail et qui rend malade les gens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça, personne n'en parle. Et c'est sur des kilomètres, hein. C'est pas juste au pied. Hein. Mais bien sûr, oui, ça va être là. Alors, mais c'est pour sauver la planète. Hein. Si tu ajoutes à ça Madame les antennes 5G, d'ailleurs, il y a eu un reportage absolument épouvantable. Les animaux avaient des hémorragies internes et mouraient. Bon, évidemment, autant dire que les agriculteurs ne seront pas dédommagés, en plus du cauchemar de perdre ces animaux dans une souffrance épouvantable. Mais je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Patrick par rapport au crédit carbone. C'est quand même extraordinaire. Donc là, on comprend que c'est un outil spéculatif. Oui, tout à fait. On est dans une bulle spéculative. Hein. Les COP, c'est un marché de spéculation. Hein, je te donne tant, je t'achète tant, etc. C'est à ça que ça sert. Il y a un moment donné où ça va exploser parce qu'on spécule sur du vent. J'ai reçu Nous avons ici, le nouveau Premier ministre canadien, McCartney, qui était dans les banques avant, et qui a dit, j'ai mis la vidéo dans le livre, avec ça, on va se faire du pognon. J'ai reçu ici un escroc de la taxe carbone, M. Zaoui, et qui expliquait qu'il crée des sociétés où il voulait. Il envoyait sa petite facture en fax, par fax. Qui envoie des fax aujourd'hui? Enfin bref. Et il recevait 100 000 euros de l'État. Ah bon, t'es TVA carbone, voilà 100 000 euros, voilà 200 000, voilà 500 000, voilà 1 million. Il y a eu un procès retentissant il y a quelques années. Et il a pris 7 milliards. Bon, il a dû prendre un peu... il veut pas l'avouer, même n'a pas avoué, il n'a pas voulu nous l'avouer ou il avait caché le fric. Mais bon, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on a un État qui a de l'argent pour donner à des mecs pareils des milliards, mais qui n'a pas de l'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les enfants, etc. L'agriculture. Et pour l'agriculture. Comment on change ça? Justement, comment on fait pour changer ça? Parce que voilà, on a tous ces constats, tous ces faits, mais on ne peut pas laisser faire quand même. Écoute, il y a une époque où le peuple français a été capable de guillotiner un roi, et une reine même d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est au même état, je trouve, les mêmes privilèges, les mêmes nantis, et puis les mêmes les gueux. Et par contre, je vois pas le peuple français bouger. Je crois que la dernière fois qu'on a vu le peuple français uni, c'était pour l'enterrement de Johnny Hallyday. Là, c'était vraiment le peuple français. Et à La Réunion, tiens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que les gens sont quand même... Attends, je termine. Et aujourd'hui, on a plusieurs peuples en France. C'est bien ça le problème. C'est que tu en as, ils sont là, mais ils n'ont rien à faire de la France. J'ai vu une interview Radio Trottoir, mais c'était pas toi. On demandait à des jeunes blacks, des jeunes arabes, si la France rentre en guerre contre la Russie, qu'est-ce que tu fais? Ah je rentre au pays. Voilà, donc si tu veux, le peuple français n'est pas uni. Là-dessus, j'ai fait aussi cette expérience. Il n'y a pas un qui veut y aller. Hein. Voilà. Qu'il soit blanc, noir, ce que tu veux. Pour le coup. Là, il va y aller. Donc il n'y a pas d'unité
l'unité en France. Et c'est ça qui fait le bonheur du gouvernement. Il sait très bien que les gens ne se tiennent pas. Ils sont divisés. Ils sont divisés. Et comment ça se passe? Tiens, parce que aux Antilles, par exemple, ils ont résisté contre l'injection. Oui. Comment ça se passe Chez à La nous, Réunion? Chez nous, à La Réunion, ils n'ont pas résisté du tout. Ah. Non, non. C'est différent comme mentalité alors. Oui, c'est très différent par rapport. À part l'histoire des prix, nous aussi, c'est 30% de plus qu'en France. Mais sinon, c'est très différent. Ouais, oui. C'est assez, quand même, c'est pessimiste, quoi, ce qu'on se dit. Oui, non, mais c'est vrai. Non. Difficile de rester optimiste T'es actuellement. optimiste? Ah oui, bien sûr. Pourquoi? C'est indispensable. Parce que sinon... Bah, déjà, je rappelle que notre sujet, c'est climat-arnaque. Et que nous avons expliqué que toutes les révolutions en France ont été précédées par des extrêmes climatiques. 3 ans, 5 ans de pluie. Rien ne dit d'abord que ça ne viendra pas. Et puis, c'est vrai qu'on dit, et j'entends tout à fait ce que dit Jean-Michel, que les Français sont endormis, etc. Alors, je rappelle quand même qu'il y a eu les Gilets jaunes et qu'ils ont morflé. Ils ont pris, hein, oui. Je veux dire, je rappelle qu'il y a une trentaine de mutilés, plus les milliers et milliers de condamnations où la justice, je pense, n'a pas brillé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Français bougent plus. Ben, moi, je pense que, justement, je l'ai déjà dit sur ce plateau, il y a la cocotte minute commence à monter. Et c'est vrai que le spectacle politique actuel et j'ai envie de dire alors que M. Macron est une chance pour nous. Alors, je vais me faire bon, tant pis. C'est optimiste. Là, Oui, tu vas parce loin. que- Là, vas-y, Pour explique-nous. réveiller. Parce que ceux qui ont connu l'époque de François Mitterrand, par exemple, il aurait endormi tout. Si c'était lui aujourd'hui au pouvoir, il endormirait tout le monde, globalement. Alors que c'est vrai, et Jean-Michel, tu le soulignais, beaucoup de gens se sont réveillés avec la crise Covid. Mais également, je vois beaucoup de gens qui se réveillent parce que Macron sort tout le temps des trucs qui finissent par... Alors un coup, ce sont les ouvrières illettrées, puis après, ce sont les Gaulois réfractaires, et puis après, c'est Ceux qui ne sont rien. ceux qui ne sont rien. Enfin, et puis, on l'a déjà dit ici, il a quand même dit qu'ils viennent me chercher. Je pense que c'est Tiens. une chose qu'on ne devrait pas dire, Tu ça. avais aussi une carte que tu nous as montrée. Ah Tu oui, peux nous l'expliquer? ah oui, ça c'est pour le... si Stéphane nous la montre, voilà. Ça, donc effectivement, quand on nous parle du changement climatique, ça voudrait dire qu'il y a eu, depuis un certain temps, ou un temps certain, un climat identique. Pardon. Or là, c'est une carte de 1531. Bon, aujourd'hui, elle est à la bibliothèque du Congrès, mais elle a été dessinée par Oron de Séfiné, qui était un des premiers professeurs au Collège Royal. Et ce que nous voyons à droite de la carte, voilà, merci Stéphane, c'est donc la Terre, en fait, c'est l'Antarctique. Or, nous sommes en 1530, et il a représenté l'Antarctique sans glace, avec des rivières et des montagnes, alors que la science nous explique que l'Antarctique ne sera aperçue que dans 3 siècles. Tout à Que dans 3 siècles. Et en fait, là où c'est amusant, c'est pour ça que j'ai proposé de la mettre comme ça nous... Oui, mais j'en parle. Voilà. Ah, ben très bien. En fait, Oron de Séfiné, en 1531, il a représenté la Terre telle qu'elle existait 15 000 ans auparavant, vue du ciel. Et en plus, il y a une formule latine que là on ne voit pas bien, mais qui dit Canter in mensa sed non plede cognita, ce qui veut dire en français centre immense, effectivement c'est grand l'Antarctique, mais pas encore totalement connu. Et donc en fait, ce que je tenais à faire remarquer, c'est que la science nous indique, enfin nous oblige à croire que l'Antarctique n'a été vue qu'en 1830, mais 3 siècles plus tôt. Il représente l'Antarctique sans glace et il dit, en fait, ça n'est pas totalement connu, donc en fait, nous y sommes allés. Donc, l'empire du mensonge, oui, nous y sommes en permanence. Et allez, on va prendre le terme d'escrologie. Je sais que Laurence, tu t'y intéresses profondément. Oui, en fait, ça fait des siècles que le mensonge perdure. Sans compter que si on voulait prendre quelques jours de vacances en Antarctique, nous ne pourrions pas y aller. C'est interdit. Étonnamment, C'est Oui. interdit à cause des bases militaires qui s'y trouvent. il paraît.
Ou peut-être d'autres choses. Ou oui. Quand tu, si Non, non, tu as vu les interviews de l'amiral Byrd, je connais oui, autre c'est chose en oui, question. c'est C'est très quoi, ce étonnant. serait quoi l'autre chose? Ben, dites-nous là, on comprend pas là, les gens comprennent pas, Bah, ils si. veulent savoir. Ici, il y a des bases militaires et des bases extraterrestres. D'accord. Voilà. Et Puis en fait, peut-être des gens qui se font construire des endroits pour Voilà. eux-mêmes passer du bon temps, hein, donc pas du tout quelque chose qui serait aride l'amiral Byrd, donc qui était un amiral américain qui a fait des expéditions en Antarctique et en Arctique, avait fait une interview expliquant que lors d'une de ces expéditions en Antarctique, ils avaient parcouru plus de 3000 miles en avion et qu'en dessous, donc je parle bien de l'Antarctique, hein, du pôle Sud, ils avaient fait donc 3000 miles en avion et qu'en dessous, ils voyaient de la végétation, ils voyaient des lacs, etc. Donc en fait, un Antarctique qui ne correspond absolument pas à celui qu'on nous Alors, présente. j'ai Et un... en Arctique, il y a les écrits, puisque le livre a disparu, de Richard Byrd. Oui. Voilà. Qui, lui, est rentré à l'intérieur de la Terre. Alors, j'ai un sondage. Quelle est la finalité réelle du discours climatique mondial? 1633 personnes ont voté sur cette heure 20 d'émission. Alors, 69% contrôler les populations, 6% dérégler les nations souveraines, 22% enrichir les élites financières. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Michel? Si tu permets, il y a trois choses qu'on a oublié de parler, Ah. parce que tu as montré la couverture du livre, et c'est vraiment l'objet du réchauffement climatique. On l'a pas expliqué, mais c'est bien la distance de la Terre au Soleil qui provoque ce réchauffement climatique, puisque la Terre ne fait pas un cercle correct, mais elle fait une ellipse. Donc il y a des endroits où elle est beaucoup plus proche du Soleil que d'autres. Et puis, elle ne tourne pas normalement, elle tourne comme une toupie. Voilà, donc il y a toutes les explications justement dans ce livre, et il y a les explications du cycle de Milankovitch, bien sûr. On n'a pas dit que Mars se réchauffe 4 fois plus vite que la Terre, voilà. Et puis le Soleil lui-même a des cycles. Il y a le cycle de Schwab qui est un cycle de 11 ans. Il y a le cycle de Gershberg qui... On va pas tout dire parce que sinon après les gens vont pas qui acheter. est de 80 ans. Il y a le cycle de Suisse de Vries qui est entre 195 et 235 ans. Et il y a le cycle de Hallstatt qui est environ de 2400 ans. Et tous ces cycles sont l'un dans l'autre. Donc quand on a compris tout ça, on se doute bien que l'homme, il n'a pas une grande cause pour le réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce que tu penses de la réponse des internautes? Voilà, ils sont 45 à avoir répondu. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils répondent? 69% contrôler les populations, dérégler les nations après. Je suis tout à fait d'accord avec le contrôle des populations, c'est bien sûr. C'est la cause numéro 1. Ah oui, c'est la cause numéro 1, bien sûr. C'est évident. asservir les populations. Ouais. Oui, oui. Asservir les populations, c'est leur but. Bien sûr, s'ils peuvent avoir un gain d'argent supplémentaire. Ah bah ils ont le gain d'argent. Voilà, aussi. ils vont continuer. Ils ont le gain évidemment. d'argent. Mais... faut d'abord se payer sur la bête avant de la faire T'en penses? partir. Ah bah, je trouve mes deux voisins gentils, c'est réduire les populations. Oui, c'est réduire. Voilà, c'est réduire plus que contrôler même. Mais Les deux. oui. C'est-à-dire On commence par contrôler, puis le contrôle va permettre la réduction. Voilà, le contrôle pour aussi les taxer, hein, puisque la secte verte, c'est taxer, interdire, punir. Hein, Voilà. Donc voilà. Et puis une fois qu'ils pourront plus avoir quoi que ce soit à donner, ben là effectivement. Mais est-ce qu'on la pourra s'en suite débarrasser, deviendront des cher inutiles. Laurence? Parce que c'est ça le truc. Voilà, on dit des choses, on donne des informations très bien, De mais on qui ne peut pas laisser faire. De qui Bah, Se débarrasser de qui De ces gens qui Ils sont nous peu dirigent. nombreux, hein. c'est vrai oui, qu'ils il y en a, sont il y en a. nombreux. On les connaît quand même, Il y en a quelques-uns qu'il faudrait. On les a identifiés. Pour le climat, on les a identifiés, oui. Pour la guerre en Ukraine aussi, on les a identifiés. C'est peut-être fort ce que je vais dire, mais en Europe, je pense qu'il y a 4 personnes qu'on devrait au moins arrêter pour éviter des millions de morts. Bah, c'est vrai aussi. Parce que C'est qu'il y a 4 personnes. je parlais dans le tome 3 des rapports Barry Posen, tout ça, mais c'est indiqué, non seulement c'est indiqué que l'armée ukrainienne sera totalement anéantie, mais que ça pouvait se terminer par une bombe atomique. Ah oui. Dans les rapports américains, c'est marqué. Hein. Bah, ils l'ont déjà fait, de toute façon. Les 4 personnes, c'est qui? T'as pas deviné?
Bah, Tu veux que je me lâche? bah oui. Bah écoutez, on va commencer par le nôtre, Macron, Voilà. l'anglais Starmer, l'allemand Merz, et puis Frau von der Leyen. Mais les gens ne savent pas que l'Europe est dirigée par des nazis. Hein, parce que, je suis désolé, mais Merz, grand-père SS nazi, von der Leyen, grand-père SS nazi, Kaja Kallas, grand-père SS nazi, et puis de moi, la nouvelle directrice du MI6, grand-père SS nazi. Donc, les chiens font pas des chats. Mais en plus, avec le One Health, comme maintenant l'environnement, c'est la santé, on a aussi Monsieur Bill Voilà. Gates. Je rappelle que le Qui est pass, partout, lui. Alors, lui, les interdictions que nous avons eues à l'époque du pass, c'était exactement les mêmes interdictions, à part une, que le décret de juillet 42. La seule chose qu'ils nous ont pas interdit, c'est les cabines téléphoniques, puisqu'il y en a plus aujourd'hui. Mais ils n'ont pas osé, je crois pas, là je suis pas forcément spécialiste, mais d'empêcher les gens de faire des funérailles correctes. Je crois que ça c'était un inédit quand même. Non, hein, ça, à ce Ça, point-là. c'était un inédit, oui. Ouais. Ça vient puisque de toute façon, maintenant, il va falloir utiliser des cercueils en carton, enfin, tu sais, bah oui. biodégradables, etc. Mais en même temps, je trouve ça très intéressant parce que le premier président de l'Europe, on va dire ça, enfin de l'Union européenne, c'était un nazi, Walter C'était un Einstein. nazi, Wallstein. Depuis, il n'y a pas eu d'autres présidents de la Commission européenne qui soient allemands. Depuis, il a fallu attendre Ursula von der Leyen. Donc, Tu as eu Kurt Waldheim, secrétaire général de oui, l'ONU, c'est ça, mais mais nazi. à la tête de la Commission européenne, il n'y en a pas eu d'autres. Non, Et je mais trouve ça par contre, intéressant. tous les dirigeants de l'OTAN, qui changeaient tous les 2 ans, c'était tous des nazis. Oui. C'était tous des anciens SS nazis jusqu'en 1970. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que le premier était un nazi, la dernière sera... Ah, si en fait, tu- on va enterrer la Si Commission tu pouvais européenne. dire vrai que ce soit la mais moi, dernière. j'en suis sûr. Espérons. En tout cas, merci à vous. 5100 personnes en direct. Vraiment, merci de votre confiance. Où est-ce qu'on peut trouver Merci cet à toi, excellentissime livre Alors, Klimarnak. Je l'ai édité moi-même, donc on peut le trouver à la librairie BOD, B comme Bernard, O comme Odile, D comme En Daniel. plus, je remarque une chose, c'est que tu es quand même très inspiré au niveau des titres Oui. et aussi des couvertures. Parce que Oui. vraiment, c'est ultra pro Voilà. et ultra provocant. Mais sinon, on le trouve sur la FNAC, sur La Amazon. Fnac, Amazon. Dans des librairies aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui. Type librairie du Logos. Non, il va avoir une bonne distribution. J'ai changé d'éditeur, je l'ai édité moi-même. C'est pas que j'ai un problème avec mon éditeur, qui est un homme vraiment merveilleux, et je serais pas où je suis aujourd'hui s'il n'avait pas édité mes 3 premiers tomes. Mais par contre, son distributeur, vraiment. Moi, j'ai plein de gens qui me contactent parce qu'ils trouvent pas les livres et tout. Donc, et puis il était pas en e-book. Celui-là, il va sortir en e-book aussi. Donc là, on peut le trouver dès à présent. Dès à présent, on peut téléphoner par courriel sur librairie BOD. Donc, Et allez-y. on l'a sous 48 heures. Procurez-vous ce livre. Merci à toi, cher Merci Jean-Michel. à toi, Mike. Patrick Pazin, dis-moi le prochain livre. Le prochain Bien, Francis, plutôt. justement. Alors, oui, parce que tu vas l'inviter. Le donc, prochain Francis. c'est donc mise en demeure, donc qui montre que une partie des sénateurs qui ont ratifié le traité de Lisbonne n'avaient pas de mandat valable pour le faire. Donc, on ne mesure pas encore les conséquences jusqu'où ça peut aller, mais ça veut dire qu'en fait, du coup, l'Union européenne et la Commission de Bruxelles n'ont pas de constitution, puisqu'il fallait que ce soit à l'unanimité. Mais donc, il en parlera plus longuement prochainement. Et puis, nous avons également le prochain titre, Les ravages du porno sur le cerveau. Là, on montre que c'est vraiment un fléau qu'on ne soupçonne pas encore. Et puis, pour ceux qui voudraient quand même passer une soirée joyeuse, je rappelle que nous avons novimondi.tv. Abonnez-vous, puisque là, ce sont toutes les solutions qui sont déjà là. Excellent. Et toi, cher Laurence, on peut te voir à Nexus déjà? On peut me voir Nexus, là, pour la chronique sur le dernier billet d'humeur, là, que ça y est, qui est D'accord. en ligne. Hein, donc, c'est laurence.wordpress.com. J'ai comme photo Macron un petit peu déguisé. Bah oui, mais il y a Halloween, mais aussi, je parle, bah tiens, tu peux peut-être voir, qui est le Politico Circus. Donc, il fallait une représentation à la hauteur de ce que j'ai mis. Le moindre qu'on puisse dire, avec le Cornu, on a eu un sacré cirque à nos frais, hein, évidemment. Voilà. Et puis, bah, écoute, avec GPTV, donc ce matin, j'ai
avec notre ami Nicolas Stocker. Nicolas Stocker. En matinale, oui. Oui, j'ai oublié. Voilà, l'image, elle est assez terrible quand même. Je voudrais rajouter Vas-y. quelque chose. J'ai oublié de dire, le plus gros pollueur en France, en CO2, ce sont les banques. Bah, c'est pas surprenant. Qui polluent 8 fois plus que la population française. Et les meilleurs pollueurs, bah, ce sont les guerres. C'est vrai. Voilà, les En tout cas, guerres. merci à vous trois, 5123 personnes, merci beaucoup. Voilà, je lance encore un appel. Vous avez des sujets, vous avez écrit des livres, surtout des grandes affaires, vous avez enquêté sur des grandes affaires. Même si vous avez vendu 5, 10, 15 livres, que vous êtes boycotté par les éditeurs, vous avez juste édité à compte d'auteur, eh ben écoutez, vous me les envoyez, si c'est des affaires extrêmement intéressantes sur lesquelles vous avez travaillé, vous envoyez à Radio Courtoisie, à l'attention de Mike Borowski, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Écoutez, je vous ferai venir ici et on parlera de votre livre, voilà, les grandes affaires, des mœurs, de ce que vous voulez, des trucs vraiment intéressants dont on ne parle pas et donc il faut débusquer, voilà, parce qu'il faut débusquer toutes ces élites, il faut vraiment... C'est des élites entre guillemets, détestent qu'on mette la lumière sur elles, eh ben, on va le faire ici. Donc voilà, vous m'envoyez vos livres et je vous inviterai là, même si tous les grands médias vous boycottent, même les alternatives vous boycottent, eh ben, vous aurez votre place ici si vous m'envoyez ce livre. Et voilà, je le dis, j'essaie d'inviter un maximum de gens parce que il faut faire connaître ces affaires, comme il faut faire connaître le livre de notre ami Jean-Michel, voilà, Klimarnak, voilà, achetez-le. Donc, passez une excellente soirée. N'oubliez pas, adhérez au Club Géopolitique Profonde. Le dernier livre de Laurent Ozon. Et puis, continuez à vous abonner à Géopolitique Profonde. Passez une bonne soirée. Allez, salut, ciao.